Bonjour à tous et bienvenue. Merci de nous joindre aujourd'hui virtuellement pour le lancement de notre tout nouveau rapport de recherche intitulé La sécurité doit passer avant tous pour des services publics qui fonctionnent pour les personnes âgées LGBTQ2+, et les travailleuses et travailleurs LGBTQ2+, au Canada. Alors, ce rapport est produit par le partenariat de recherche formé par le syndicat canadien de la fonction publique, Égal Canada, et le partenariat de CRSH, Communauté Amis des aînés au sein des communautés pratiques promoteuses et internationales. Je m'appelle Elias Chakour et je suis un doctorant à l'Université York. Je fais partie du projet Communauté Amis des aînés au sein des communautés, un des partenaires qui ont produit le rapport qu'on lance aujourd'hui. Tout au long de notre événement, vous aurez l'occasion d'apprendre des étapes de recherche et le processus qui a conduit à notre rapport final. Vous aurez également la chance d'entendre des personnes ayant une expérience vécue en tant qu'aînés qui utilisent les services publics et aussi des travailleuses et travailleurs dans le système. Vous aurez également la possibilité de poser des questions tout au long de l'événement en utilisant la fonction questions et réponses au bas de la page. Vos questions seront recueillies et posées aux participants lors de la section finale de notre événement. Aujourd'hui, je voudrais partager brièvement un peu sur l'étude de recherche elle-même. Mais avant d'entrer dans ces détails, je voudrais souligner pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui, c'est-à-dire pour discuter les principales conclusions du rapport. Dans l'ensemble, nous, personnes qui ce rapport propose de nombreuses pratiques promoteuses qui offrent des pistes pour s'assurer la sécurité et l'accessibilité des travailleurs LGBTQ2+, et des personnes âgées, tout en soulignant également les problèmes à résoudre. Ce rapport est la première étude de recherche que nous connaissons où les conditions de travail des travailleurs LGBTQ2+, et les conditions vécues par les personnes âgées LGBTQ2+, ont été étudiées ensemble. Ce que nous avons appris, c'est que la sécurité et l'accessibilité sont renforcées et développées en s'occupant de ces deux choses, à la fois l'emploi et la prestation des services. Vous ne pouvez pas avoir des services publics plus sûrs et plus accessibles pour les personnes âgées LGBTQ2+, sans créer des conditions de travail plus sûres et plus accessibles pour les travailleurs LGBTQ2+, et vice-versa. Notre approche intersectionnelle s'est intéressée aux différences entre les travailleurs LGBTQ2+, et les personnes âgées pour montrer certaines des façons dont le racisme, le sexisme, le colonialisme, ainsi que l'homophobie et la transphobie doivent être confrontés pour créer des services publics plus sûrs et plus accessibles. La responsabilité de rendre les services publics plus sécuritaires et plus accessibles tombe sur les épaules des travailleuses et travailleurs de façon disproportionnée, permettant aux gestionnaires, aux propriétaires, aux conseils d'administration, au gouvernement et aux agences d'accréditation de s'en laver les mains. Il en faut de la collaboration et des alliances pour faire ce genre de travail. Et nous avons eu une merveilleuse alliance pour soutenir ce travail. Ce projet a été soutenu par une subvention MyTax accélérée, supervisée par le docteur Susan Bradley, et a travaillé en collaboration avec le syndicat canadien de la fonction publique, SCFP, et Égal Canada. Le SCFP est le plus grand syndicat du secteur public au Canada, représentant les travailleurs et travailleuses des services publics. Égal est une organisation nationale engagée à faire progresser l'égalité et la justice pour les personnes queer et leurs familles. Ce projet n'aurait pas été possible sans le CSFP, Égal, et tous les militants des personnes âgées et des travailleurs LGBTQ2+. Avant d'entrer dans les détails,
il est important de clarifier une partie de la terminologie de ce projet. Comme nous le savons tous, la langue est importante et dynamique et peut nier ou affirmer l'identité des gens. Donc, décider de l'acronyme à utiliser pour le projet a été une grande conversation dans notre équipe. Le comité du Triangle Rose du SCFP national utilise le sigle LGBTQ2+, pour faire référence aux lesbiennes, gays, bisexuels, trans, queer, bispirituels et plus. D'autre part, EGAL utilise le sigle LGBTQI2S, soit lesbiennes, gays, bisexuels, trans, queer, intersexe et bispirituels. Les deux organisations ont convenu d'utiliser LGBTQ2+, pour ce projet de recherche. Toutefois, lorsque le rapport cite la documentation de recherche, nous utilisons les termes utilisés par la recherche elle-même, par exemple LGBTQ2+, 2S+. Nous sommes conscients que ces sigles et ces groupes peuvent et vont certainement changer avec le temps. Cela, on peut le voir avec les mots d'une participante de la recherche qui a fait part d'un point de vue plus en plus adopté par différentes organisations. Elle dit « Je pense que bispirituel devrait être au début du sigle afin de reconnaître que les personnes autochtones bispirituelles étaient la première minorité sexuelle et de genre en Amérique et de faire preuve de solidarité avec ces personnes pendant cette période de vérité et de réconciliation au Canada. » Lorsque nous discutons l'accessibilité dans ce projet, nous parlons d'accessibilité physique, ça veut dire des services publics situés dans des quartiers, auprès des quartiers où les personnes âgées LGBTQ2+ vivent, y compris les quartiers à faible revenu. Quand on parle d'accessibilité économique, ça veut dire des services publics abordables pour les personnes âgées LGBTQ2+ à faible revenu. Quand on parle d'accessibilité sociale, ça veut dire les personnes âgées LGBTQ2+ se reconnaissent et reconnaissent leur communauté dans les services publics, que ce soit au niveau des employés, des affiches, des images, des célébrations et des enjeux abordés. Quand nous parlons d'espace plus sûr, un espace plus sûr est un espace plus sécuritaire et un endroit où les personnes se sentent à l'aise d'exprimer leur genre et leur diversité sexuelle sans crainte de discrimination, de harcèlement ou de violence. Plusieurs groupes LGBTQ2+ utilisent le terme plus sécuritaire afin de reconnaître que la sécurité est relative. Le sentiment de sécurité varie selon la personne. Aussi, nous définissons les services publics comme étant des services financés principalement par le gouvernement fédéral, provinciaux ou municipaux. Dans certains cas, le gouvernement gère les services et en est propriétaire. D'autres services publics fonctionnent comme des entreprises au but lucratif ou au but non lucratif, mais reçoivent un financement considérable du gouvernement. Afin d'obtenir des constats solides, nous avons limité la portée de notre enquête et ciblé plusieurs services publics utilisés par des personnes âgées de 55 ans et plus, notamment les programmes sans rendez-vous pour personnes âgées, les centres communautaires de soins de santé, le transport en commun, les parcs, les bibliothèques, les logements d'abordables, les hôpitaux, les centres de soins de longue durée et les soins à domicile. Des membres du SCFP travaillent aussi dans des services publics. Ces choix signifient toutefois que certains services publics n'ont pas été pris en compte. Alors, pour les questions de recherche, trop souvent, les personnes âgées LGBTQ2+ n'obtiennent pas les services publics auxquels elles sont dignes et dont elles ont besoin parce que ces services ne sont pas sécuritaires pour elles. Trop souvent, les travailleurs et travailleuses LGBTQ2+ ne sont pas en sécurité pendant qu'ils travaillent dans le secteur public.
Les services publics doivent être sécuritaires et accessibles pour tout le monde, y compris les personnes qui ont besoin de ces services et qui travaillent dans ce secteur. Malgré les lois fédérales et provinciales qui interdisent la discrimination et le harcèlement pour des raisons d'orientation sexuelle, d'identité de genre et d'expression de genre, les services publics n'ont toujours pas pris de mesures adéquates pour garantir ces protections. Dans ce rapport, nous avons posé 2 questions simples. La première, à quel obstacle et à quel impact les personnes âgées LGBTQ2+, qui utilisent les services publics au Canada et les travailleuses et travailleurs LGBTQ2+, qui travaillent sont-ils confrontés? Pour améliorer l'accessibilité et la sécurité des personnes âgées et des travailleurs et travailleuses LGBTQ2+. Pour trouver les réponses, nous avons utilisé une approche intersectionnelle éclairée par l'économie politique féministe. Les constats présentés dans ce rapport sont basés sur un examen exploratoire de la littérature communautaire et universitaire avec une attention particulière accordée à la documentation produite depuis l'an 2000 et aux données statistiques publiées depuis 2015. L'analyse de l'environnement a été menée en utilisant une stratégie de 3 volets, en commençant avec les services connus par le SCFP, EGAL, et les partenaires et les chercheurs et chercheuses de l'Age Friendly Communities and Communities projet. Ensuite, d'autres services publics ont été identifiés dans la littérature et finalement, les participantes et participants de recherche ont donné des exemples. Nous avons fait un suivi avec chaque source afin d'obtenir des renseignements dans le but de confirmer leur profil en matière de pratiques promoteuses. Je n'entrerai pas dans les détails, mais vous pouvez les trouver dans le rapport. En tous, 4 entrevues individuelles avec des personnes âgées et 4 entrevues individuelles avec des travailleuses et travailleurs ont été réalisées. De plus, 2 groupes de discussion ont été organisés, un groupe avec 4 personnes âgées et un groupe avec 4 travailleuses et travailleurs pour un total de 16 participants. La plupart des membres de l'étude vivaient en Ontario, tandis que d'autres vivaient en Colombie-Britannique, au Manitoba, en Nouvelle-Écosse et Saskatchewan. Les personnes âgées participantes avaient entre 59 et 76 ans. Les travailleuses et travailleurs venaient des services sociaux, des services municipaux et des soins de santé. Certaines personnes âgées travaillent ou ont travaillé dans le secteur public. Ils ont donc fourni des commentaires des 2 points de vue. Certaines travailleuses et travailleurs sont des personnes âgées qui utilisent des services publics. Les participants ont été recrutés par EGAL et le SCFP et les données des entretiens et des groupes de discussion ont été transcrits, codés et analysés via une analyse thématique. Et nous avons trouvé 5 résultats principaux de cette analyse que je voudrais partager maintenant, ainsi que quelques citations des participants eux-mêmes. Je voudrais réitérer la notion de collaboration. Bien que je sois celui qui présente ces résultats, la rédaction du rapport est vraiment un effort de collaboration. Je voudrais également commencer les conclusions pour noter les citations troublantes que vous pourriez entendre, les entretiens auxquels nous avons été honorés de faire partie et auxquels nous avons fait confiance a été réel, cru et dans la plupart des cas extrêmement bouleversantes à entendre, et encore moins pour ces participants. Et donc, je préface les résultats, mais je note également la force de ces participants et le soin que notre équipe prend avec ces histoires. Je partage ces résultats en tant qu'intermédiaire en collaboration avec ces gens afin d'essayer de faire sortir cette information importante et pour donner de l'attention à laquelle elle mérite, d'essayer d'améliorer la sécurité de la fonction publique.
Et donc, le premier constat que nous avons rapporté est que un baromètre de la sécurité existe au sein des services publics pour les personnes âgées LGBTQ2+, ainsi que les travailleurs et travailleuses LGBTQ2+, en termes d'accès et d'utilisation et de travail. Les personnes âgées LGBTQ2+, ainsi que les travailleuses et travailleurs LGBTQ2+, au sein des services publics, font face à une gamme de dangers au chapitre de la sécurité. Les communautés LGBTQ2+, savent que certains services sont particulièrement dangereux, c'est-à-dire que des personnes âgées ou des travailleurs y ont subi des attaques physiques ou psychologiques. Une personne âgée de l'Ontario a fait état d'expériences traumatisantes, affirme que si vous êtes une personne trans d'un certain âge et que votre apparence ne correspond pas à votre identité de genre, c'est très difficile d'avoir accès à des services. La chose la plus difficile, c'est d'utiliser une salle de bain sans se faire harceler. Je me suis fait harceler. J'ai été agressé physiquement dans la salle de bain des femmes parce qu'elles pensent que je suis un homme trans. Oui, ça arrive au moins 2 ou 3 fois par semaine dans n'importe quel endroit public. De l'autre côté de la médaille, certains services publics offrent un niveau élevé d'accessibilité et de sécurité. Pour ces services, les personnes âgées et les travailleuses et travailleurs LGBTQ2+, savent qu'ils peuvent être ouvertement queer. Se rassembler et travailler ou vivre dans des conditions qui affirment leur genre et leur sexualité. La plupart des services et des espaces se trouvent entre ces deux extrêmes. La deuxième constatation a montré une diversité incroyable parmi les personnes âgées, les travailleuses et travailleurs LGBTQ2+, afin que les services publics soient accessibles et sécuritaires, il faut porter une plus grande attention à ces différences. Le racisme, la transphobie et les autres systèmes d'oppression doivent être démantelés. Les personnes âgées LGBTQ2+, sont entre autres des immigrants, des autochtones, des personnes noires, racisées ou blanches, des personnes à faible revenu et à revenus élevés. Elles viennent de milieux urbains ou ruraux. Les personnes trans, lesbiennes, gays, queer, bispirituelles, intersexes, bisexuelles et en interrogation vivent des réalités et des expériences différentes. Une déclaration d'une des personnes âgées à l'Ontario résume bien cette constatation en disant « Il n'existe pas de personnes âgées queer standards ». Le troisième constat montre que les conditions de travail reflètent les conditions de la prestation du service. Là où les travailleuses et travailleurs LGBTQ2+, sont plus en sécurité, les personnes âgées et LGBTQ2+, le sont aussi et vice-versa. Un travailleur de la Colombie-Britannique a bien identifié ce lien en expliquant « Je vais être plus à l'aise où je travaille parce que n'importe quel moment, je peux devenir un patient dans l'établissement où je travaille. » Les personnes âgées cherchent des signes qu'un environnement est plus sécuritaire. Pour elles, voir des membres de la communauté qui sont ouvertement queer ou LGBTQ2+, au travail et interagir avec eux est un signe essentiel. De plus, les travailleuses et travailleurs LGBTQ2+, mènent régulièrement la charge pour la création d'espaces plus sécuritaires. Cependant, notre recherche démontre que beaucoup de milieux de travail ne sont pas des espaces sécuritaires et ne favorisent pas l'affirmation de l'identité des travailleuses et travailleurs LGBTQ2+. Le quatrième constat montre que la responsabilité de rendre les services publics plus sécuritaires et plus accessibles
tombe sur les épaules des travailleuses et travailleurs de façon disproportionnée, permettant aux gestionnaires, aux propriétaires, aux conseils d'administration, au gouvernement et aux agences d'accréditation de s'en laver les mains. Notre recherche confirme que les services publics se déchargent de leurs responsabilités relatives à l'accessibilité et à la sécurité en les faisant porter par les travailleuses et travailleurs, notamment en offrant de la formation insuffisante ou de qualité douteuse. Un des travailleurs en Colombie-Britannique a dit « Nous avons besoin de soutien, nous avons besoin de nos proches, nous avons besoin d'éducation parce que ça ne devrait pas être notre responsabilité. Je ne suis pas l'incarnation de la communauté LGBTQ2+. Les personnes que je connais ne le sont pas non plus. Personne ne l'est. C'est un effort de groupe et nous avons besoin de tout le monde. Nous avons surtout besoin des personnes comme vous qui vont nous aider. » D'après les commentaires des participants, il est clair que la formation doit être de haute qualité, correctement financée et accompagnée d'objectifs, de suivi et de responsabilisation à tous les niveaux de l'organisation. Le dernier constat se centre sur notre analyse de l'environnement qui a permis d'identifier quelques organisations de premier plan et plusieurs pratiques promoteuses. Cependant, très peu d'organisations ou de pratiques abordent la question des conditions de travail des travailleurs et travailleuses et des utilisateurs des services. Dans ce rapport, nous tenons compte des relations entre ces conditions. Certains services publics ont consacré les ressources requises pour apporter des changements nécessaires et importants afin d'améliorer l'accessibilité et la sécurité. Plusieurs organisations s'efforcent d'apprendre, d'intégrer et d'entretenir une approche anti-oppressive. Alors, voici les pratiques promoteuses que nous avons mises en évidence, que je souhaite partager maintenant. Le premier, c'est de transférer le pouvoir aux diverses communautés LGBTQ2+, au sein des services, assurer la présentation LGBTQ2+, lors de l'établissement des politiques et des pratiques dans ces établissements, apporter des changements organisationnels pour que les utilisateurs des services LGBTQ2+, ainsi que les travailleuses et travailleurs LGBTQ2+, puissent s'affirmer. Aussi, assurer une présentation LGBTQ2+, dans la main-d'œuvre et assurer une formation à l'échelle des organisations pour faire la promotion de la sécurité et de l'accessibilité des personnes LGBTQ2+. Enfin, on doit rendre visible la présentation LGBTQ2+, dans les affiches, les symboles et les célébrations dans ces établissements. Tous ces éléments travaillent ensemble pour créer des services publics sûrs et accessibles. L'un est un début, deux à l'élan, mais tout en sont nécessaires. Alors, maintenant, nous aimerons entendre des personnes qui ont fait l'expérience dans la fonction publique en tant que travailleurs ou utilisateurs pour nous faire part de leurs opinions sur l'inclusion des personnes LGBTQ2+, et les obstacles dont elles ont pu être témoins. Alors, notre premier invité est Dean Powers. Dean travaille dans le secteur des soins de longue durée à Caraki, au Nouveau-Brunswick. Dean est aussi un membre de la communauté LGBTQ2+, et aussi il est impliqué dans le mouvement syndical. Il est actuellement le secrétaire trésorier de la section locale du SCFP. Bonjour Dean. Bonjour.
Salut. Oui, je peux te voir maintenant. Alors, Dean, vous travaillez dans un foyer de soins de longue durée au Nouveau-Brunswick. Et Oui, comme tu viens d'entendre, l'étude révèle que les travailleurs et les travailleuses et les clients se sentent plus à l'aise lorsqu'ils peuvent voir des signes et des symboles et des célébrations des personnes LGBTQ2+, qui soient visibles dans le lieu où ils travaillent. Selon vous, est-ce que votre lieu de travail fait-il cela? non. Nous autres, on était sous la direction d'un ancien directeur. Ça faisait 41 ans qu'il était là, puis lui, il était comme pas pour ça. Mhm. Puis, premièrement, on n'avait même pas de, comment est-ce que j'appellerais ça, de ressources humaines. Ça fait juste quelques mois qu'on a ça. Elle est un peu plus ouverte. On n'a jamais eu de problème non plus. J'ai jamais eu d'harcèlement à mon travail. J'ai toujours très bien été. Ça fait 21 ans que je suis là. Ça fait que j'ai jamais été mal traité. Mais il n'y a aucune ressource, puis il n'y a rien de fait pour ces personnes-là. Mais il faut que tu penses aussi que la génération qui sont dans les foyers présentement, dans notre région, là, je parle de ma région, c'est une génération qui était cachée. Qui ne parlait pas de ça, c'était tabou. Là. Ça fait on a eu qu'on savait vraiment des personnes âgées qui étaient homosexuelles, mais on a peut-être bien qu'on ne sait pas. Comme... Mais la génération à moi, puis la génération future, il va en avoir encore plus. Parce que tu ne voyais pas ça dans la génération des personnes âgées qu'on a présentement, des mariages. Oui. Aujourd'hui, tu vois ça. Ça fait c'est pour ça que nous autres, on n'avait rien. Il n'y a aucun pamphlet de nuit. Il n'y a aucun. Mais là, avec la ressource humaine qu'on a, la madame, j'ai vu qu'elle avait un petit drapeau dans son bureau, puis c'est un peu plus ouvert. Mais il n'y a aucun programme, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a aucune ressource non plus, comme si que. Moi, je veux dire, quand moi, je suis bien dans ma peau, je suis correct avec ça. Mais les jeunes qui rentrent, parce que là, on a des nouveaux employés, il y en a un qui est homosexuel, peut-être que lui est mal à l'aise, il aimerait parler avec quelqu'un, mais il n'y a rien. Alors, vous pensez que peut-être dans le futur, il y aura des changements? Alors, si on voit un petit drapeau maintenant, peut-être il y aura d'autres... Oui, il y a des changements, là, je veux dire. J'aurais jamais vu ça 21 ans passés, là, quand j'ai commencé, je ne voyais pas ça. C'était pas parlé, c'était pas... Mais là, aujourd'hui, oui, mais il faudrait qu'il y ait plus. Alors, si on doit avoir plus, pensez-vous que la formation sera utile pour les travailleurs afin qu'ils puissent en savoir plus sur les problèmes des personnes LGBTQ2+, et pour pouvoir donner des services pour d'autres collègues qui sont LGBTQ2+, mais aussi pour les clients et leurs familles? Est-ce que vous croyez que cela sera une bonne chose à faire? Oui, ça serait vraiment une bonne chose. Puis qu'il y aurait quelqu'un de formaté, puis quelqu'un là. Qui aurait de l'information qui serait donnée aux familles quand ce que le patient rentre. Ça serait vraiment intéressant. Là. Puis ça serait vraiment, je veux dire, pour le futur, ça serait important. Je veux dire, il faut qu'ils soient traités comme tout le monde. Là. Il faut que tu sois à l'aise. Tu n'es pas là pour t'en aller à la danse quand tu rentres dans un foyer de soins. Tu es là pour mourir. C'est ta dernière demeure. Ça fait qu'ils méritent de mourir dans la dignité, dans le respect. Je veux dire, nos patients sont respectés. Là. On a qu'on sait qu'ils sont comme ça, ils sont très bien respectés. Mais ça serait encore mieux s'il y avait de la formation et qu'il y aurait quelqu'un de formé. Ouais. Alors, comme l'étude suggère que la formation est très importante pour s'assurer que la sécurité des travailleurs LGBTQ2+, et les personnes âgées. Mais pour vous, que signifierait la formation pour vous en tant qu'une personne qui travaille dans une région plus rurale du Nouveau-Brunswick? Alors, que ferait ce genre de formation pour votre région qui est plus rurale? Est-ce que vous croyez qu'il y a des différences de faire des formations comme cela au Nouveau-Brunswick que faire des formations comme ça comme à Ottawa ou à Montréal, par exemple? C'est sûr que par chez nous, ce n'est pas comme Montréal et Ottawa. On n'est pas ouvert comme ça. Il n'y a pas des quartiers, puis il n'y a pas des communautés. C'est encore tabou un peu. Mais depuis quelques années, on a la chance d'avoir le festival Acadie Love qui dure une semaine.
Là, on ne l'a pas eu l'année passée parce que dû à la COVID, là, je ne sais pas cette année si on va l'avoir dû à la COVID, mais il y a eu des petites choses faites par ordinateur, par Internet, là. Mais les gens ne sont pas ouverts beaucoup. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y aurait quelqu'un qui donnerait une formation à une personne qui va travailler dans le foyer. Bien, il y a tellement des formations qui ont été données aux gens qui travaillent dans la communauté. Moi, je ne suis pas au courant parce que moi, je ne travaille pas pour la communauté. Moi, je travaille dans le foyer de soins, fait que moi, je me parle pour mon foyer de soins. Yeah. Qui serait là puis qui pourrait, quand ce que le patient arrive, que la famille, s'ils ont des questions, s'ils ont des choses, bien, on aurait des ressources, des endroits qu'on pourrait les enligner parce qu'il doit y avoir de quoi à l'extérieur de fait, là, parce qu'il y a beaucoup, nous autres, c'est le centre de bénévolat qu'on appelle. Ça, ça appartient à la communauté. Puis il y a beaucoup de programmes là-dedans. Il doit y avoir un programme avec de ça, mais je ne le sais pas, je ne suis pas au courant. Mais ça serait vraiment important, nous autres, qu'on aurait quelqu'un au foyer, même si ça serait la personne qui est en ressources humaines, qui irait prendre le cours ou qui serait formée pour ça. Puis, ou que former une personne syndiquée sur le plancher, mais que quand la personne prend sa retraite ou s'en va, il faut qu'elle aurait la prochaine aurait la même formation. Ouais. Mais moi, je verrais ça. Puis qu'il y aurait des pamphlets d'affichés, plus de ressources. Le gouvernement, il ne nous envoie rien, il ne parle rien de ça. Alors, vous croyez que formation, c'est importante, mais oui. comme travailleur, est-ce que vous croyez que c'est important d'avoir cette formation pour que vous sentir plus sécuritaire dans votre travail ou vous croyez que déjà vous vous sentez sécuritaire? Moi, je suis sécuritaire. Moi, c'est mon exemple. Moi, je me sens sécuritaire. Je n'ai jamais eu de problème. Ça a toujours bien été. Je suis quelqu'un de respectueux, fait que je les respecte, ils me respectent. On est une bonne équipe. Mais ça peut arriver. Je veux dire, on a de la nouvelle génération d'emplois, de personnes qui viennent travailler, qui n'est pas la même mentalité que moi, qui n'est pas la même mentalité que les vieux employés qui travaillent avec moi, là. Mais à cette heure, c'est beaucoup plus ouvert qu'avant. Ouais. Je veux dire, c'est vraiment beaucoup plus ouvert que 20 ans passés. Mais moi, je vois ça, oui, parce que ça peut arriver. Tu peux pogner quelqu'un qui fait du harcèlement. Mais nous autres, on a QP. On a QP qui est là, puis avec le syndicat, nous autres, tout de suite, on va arrêter le problème. Nous autres, là, on est là pour ça. Ouais. Le respect, puis, on a ça au moins qui aide. Ouais. Mais ça prendrait plus que ça. Plus que ça, c'est ça. Oui. Okay. Alors, merci beaucoup, Dean. Merci pour nous raconter votre expérience et espérons qu'il y aura des changements que vous aimerez voir dans vos établissements. Oui. Ouais. Oui. Merci beaucoup. Merci. Alors, maintenant, je vais tourner pour notre deuxième invité, Julien Rougerie. Salut, Julien. Julien est un diplômé en 2011 d'un master en gestion de projet à l'Université de la Sorbonne. Il a œuvré depuis en tant que professionnel de la gestion pour des projets ou organismes à but non lucratif en France, aux États-Unis et au Canada. Interpellé par l'invisibilité des personnes âgées LGBTQ+, il a rejoint la Fondation Émergence en avril 2017 pour porter leur cause en tant que responsable du programme Pour que vieillir soit gai, un programme de sensibilisation des milieux aînés à la diversité sexuelle et de genre. C'est lui qui offre notamment les formations pour aider les professionnels à offrir des services plus accueillants et plus inclusifs envers les personnes aînées LGBTQ+. Depuis mai 2019, Julien est également responsable du programme Famille choisie, un programme de soutien et d'accompagnement pour les personnes proches aidantes LGBTQ+. Wow. Alors, Julien, après avoir entendu Dean parler de son expérience, que pensez-vous des changements ou des programmes de formation que vous avez vus dans votre carrière? Mais tout d'abord, je dirais que mon observation, elle va exactement dans le même sens que Dean. Là, finalement, je ne suis pas sûr qu'il y ait une énorme différence entre les milieux aînés au Nouveau-Brunswick, au Québec, en Ontario ou partout au Canada. Pareil entre les milieux ruraux et les milieux citadins. Dans les milieux aînés, c'est
pas mal le même constat qu'on fait à peu près partout, à savoir que le 10% de la population qui réside, qui on sait est LGBTQ+, elle est complètement invisible dans ces milieux-là. Bien sûr, il y a quelques exceptions, heureusement, mais globalement, il y a un énorme tabou, une énorme invisibilité. Et malheureusement, on sait dans plusieurs études que cette invisibilité-là, elle a un impact très sérieux sur leur bien-être, sur leur santé, sur leur exposition à la maltraitance, sur leur exposition à l'intimidation, etc. Donc ça, c'est un constat qu'on connaît depuis assez longtemps. Et nous, à la Fondation Émergence, on a créé le programme Pour que Vivre soit gay depuis, ça va faire 12 ans cette année, qui est donc créé pour les milieux comme celui de Dean, mais plus largement tous ceux qui offrent des services aux personnes aînées, exclusivement ou non. Donc ça peut être le milieu de la santé et des services sociaux en général. On leur propose donc toute une palette d'outils de sensibilisation. On parlait de l'affichage, les petits drapeaux, les affiches, etc. Tout ça, c'est des choses qu'on propose gratuitement en anglais et en français pour tout le monde qui en fait la demande. Mais on met beaucoup l'accent sur la formation. Et puis là, l'étude que vous révélez aujourd'hui, elle renforce vraiment notre axe parce que la formation du personnel, elle est absolument incontournable. Pourquoi? Parce que, comme le disait un petit peu Dean, les aînés, ils ont connu une époque où ils ont dû se cacher pour survivre. Vraiment, leur survie dépendait de leur capacité à pouvoir dissimuler qui ils étaient. Donc, ils sont venus très bons à se dissimuler. Et quand on arrive dans un centre de soins de longue durée, une maison de retraite, une résidence pour aînés, etc., on est nécessairement plus vulnérable. Et cette vulnérabilité-là, elle va venir réactiver finalement les craintes qu'on a pu avoir dans le passé. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, même si la société elle est plus ouverte, on constate que une majorité des personnes qui sont LGBTQ+, soit elles restent dans le placard, soit elles y retournent, mais en tout cas, elles sont très, très rares à pouvoir dire ouvertement dans ces milieux-là qu'elles sont LGBTQ+. Donc, la formation qu'on propose, c'est vraiment principalement pour les employés, où là, j'irais peut-être plus loin que Dean. En fait, nous, on pense que toutes les personnes qui interagissent avec les aînés doivent avoir suivi cette formation, connaître leur parcours, être sensible à leurs difficultés, connaître un petit peu les statistiques et les particularités de ces populations-là en termes d'isolement social, en termes de problématiques de santé mentale, de parcours de vie, d'expériences discriminatoires, de rejet, etc. Puis, on focalise sur les bonnes pratiques. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'intervenant pour créer des milieux plus sécuritaires et plus inclusifs. Donc, nous, cette formation-là, on l'offre depuis une douzaine d'années, puis on pense qu'elle est vraiment importante dans les milieux, même au sein des travailleurs et des travailleuses qui sont LGBTQ+, parce que j'aime beaucoup dans votre étude le lien entre l'inclusivité des travailleurs et des travailleuses et qui favorise celle des résidents. Ça paraît indéniable, mais il y a des nuances aussi à apporter parce que dans les milieux aînés, souvent les travailleurs, les travailleuses ne vont pas être à l'aise d'être ouvertement LGBT. Donc, des fois, eux-mêmes peuvent avoir une attitude finalement de rejet et d'exclusion parce que ça va s'inscrire dans leur parcours, etc. Donc, c'est pour ça qu'on pense aussi que la formation au niveau de l'entreprise ou de l'institution pour ses employés, les milieux de travail, les ressources humaines sont à sensibiliser. On a un autre programme qui est plus récent qui répond à ça, qui s'appelle ProAllié ou Pro-Ally en anglais, qui est vraiment plus destiné pour les employés. Mais la formation des milieux aînés, vraiment, ça doit s'adresser à tout le monde parce que même les personnes LGBT elles-mêmes peuvent avoir intériorisé de l'homophobie, intériorisé de la transphobie. Et peut-être ce qui manque dans l'étude, c'est la dimension peut-être de l'agisme, parce que les aînés LGBT, ils souffrent d'homophobie, ils souffrent de transphobie, mais ils souffrent aussi d'agisme. Et parfois, les personnes LGBT, elles ne sont pas moins agistes que la moyenne. Donc des fois, parce que c'est des personnes âgées, on va forcément leur coller l'étiquette que c'est des personnes conservatrices, que c'est des personnes intolérantes, que c'est des personnes à qui on ne peut surtout pas parler de ça. Donc, il y a aussi cette nuance à apporter, d'où la nécessité d'intervenir aussi bien au niveau des employés que des résidents et des résidentes. Alors, vous croyez que même les travailleurs et travailleuses LGBTQ
auront peut-être besoin de cette formation pour s'attaquer à toutes sortes de discriminations, de sexisme, de agisme, même l'homophobie interne. Alors, c'est pourquoi on a besoin de ce type de formation. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus des types de formation que vous faites? C'est quoi le type de formation? C'est quoi le processus? Alors, c'est des formations qu'on offre sur demande en anglais ou en français. En général, le format le plus courant, c'est un format de 2 heures où on revient sur la diversité sexuelle et de genre, c'est quoi? Une sorte d'introduction LGBTQ2+, parce que le vocabulaire peut parfois être un obstacle. Donc, on essaie de vulgariser ça au maximum. Puis, dans une deuxième partie, on parle des réalités. C'est quoi le parcours de vie des aînés? À quoi elles ont dû faire face, ces personnes-là? C'est quoi les statistiques qui les concernent? Et ensuite, on voit qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut rendre les milieux plus inclusifs? Comment on peut réagir aux propos homophobes? Comment on démontre de l'inclusivité? Comment on fait pour être sûr qu'on respecte les pronoms et l'identité de genre des personnes en toutes circonstances? Comment on protège un petit peu le concept de famille choisie? Parce que parfois, on les ramène beaucoup à leur famille, alors qu'on sait que les aînés LGBT sont souvent déconnectés, plus souvent que la moyenne, déconnectés de leur famille. Donc, tout ça, c'est des bonnes pratiques. Et c'est de l'éducation, mais c'est aussi de la sensibilisation, ce qu'on fait. Donc, il y a toujours le témoignage d'une personne aînée LGBT qui m'accompagne. D'ailleurs, Denise, qui va parler juste après moi, fait partie de ces personnes qui témoignent. Pourquoi? Parce que c'est important d'avoir une personne qui puisse témoigner de son parcours à elle et de concrètement qu'est-ce qu'elles ont pu subir au cours de leur vie, ou dans les milieux aînés, ou dans les milieux de la santé et des services sociaux, qui ont longtemps été très stigmatisants. Les choses vont mieux aujourd'hui, mais il y a la période du VIH-Sida. L'homosexualité pour l'OMS, c'était une maladie jusqu'en 1990. Pour la transidentité jusqu'en 2019. Donc, c'est quand même ces changements qui sont tellement récents qu'il y a une réelle crainte vis-à-vis des institutions de la santé, des services sociaux et d'hébergement. Donc, ça explique aussi. En fait, c'est vraiment plurifactoriel et intersectionnel, en fait, parce qu'il y a l'agisme, il y a la transphobie, il y a l'homophobie, il y a toutes les autres formes de discrimination, bien sûr. Et puis, tout ça, ça va décupler vraiment la vulnérabilité des personnes lorsqu'elles sont âgées, LGBT, et puis en plus, si ce sont des femmes, des personnes racisées, etc. Là, on a vraiment des niveaux de vulnérabilité, des enjeux qui peuvent être très difficiles à comprendre pour les personnes qui n'ont pas reçu ce genre de formation pour cultiver cette sensibilité-là. Alors, une dernière question à propos de formation ou même de l'inclusion. Est-ce que vous pensez que les gouvernements municipaux, fédéraux, provinciaux, est-ce qu'ils peuvent jouer un rôle pour favoriser ce genre de formation dans les établissements publics? Ah bah, bien sûr, c'est évident. Et puis, c'est notre conclusion de votre rapport qu'on appuie complètement. Nous, on a de la chance, certainement, peut-être au Québec. Il y a quand même, les choses vont quand même dans le bon sens parce que, par exemple, nous, on est fortement appuyé par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Donc, il y a quand même une prise de conscience où le gouvernement va financer un organisme comme le nôtre et reconnaître que c'est nécessaire de former les personnes sur le terrain. Ils vont aussi nous solliciter pour inclure, par exemple, le fait que le déni de l'orientation sexuelle ou le déni de l'identité de genre, c'est une forme de maltraitance. Donc ça, c'est écrit noir sur blanc au Québec. Donc les choses vont dans le bon sens. Mais là où ça bloque toujours aujourd'hui, et c'est un autre constat dans votre étude, c'est que ça repose beaucoup sur les épaules des travailleurs et des travailleuses. Il n'y a pas une directive qui impose ce genre de formation. Donc, au final, c'est à nous, organismes communautaires, d'aller solliciter les milieux un par un, d'essayer de leur expliquer, si, il y a 10% de LGBT dans votre résidence. Et peut-être si vous ne l'avez jamais vu, si jamais personne ne l'a exprimé, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à faire pour démontrer un petit peu d'ouverture. Et finalement, là où on arrive à intervenir, c'est lorsqu'on identifie des personnes alliées dans ces milieux-là. Parfois des personnes LGBTQ+, parfois pas, mais des personnes qu'on a réussi à sensibiliser, qui disent « Ah bah oui, c'est fou que… » sans s'en rendre compte, en fait, on est dans une forme de maltraitance institutionnelle, en faisant comme si ces personnes-là n'existaient pas, ou que c'était une question de sexualité et qu'on ne voulait surtout pas en parler.
Donc, c'est vraiment un enjeu très, très complexe et il faut que les gouvernements aillent plus loin pour rendre ce genre de formation obligatoire et incontournable. Parfait. Alors, c'est vraiment important, les programmes que vous menez, et ben, on a l'espoir que ce projet, ce rapport peut favoriser plus de programmes similaires dans toutes les autres parties du Canada pour qu'ils soient assez avancés que les types de formations que vous donnez au Québec. Alors, merci beaucoup, Julien, pour votre présentation et pour nous donner beaucoup d'informations sur le travail que vous faites. Merci à vous. Et c'est des formations qu'on peut offrir à l'extérieur on les offre fréquemment à l'extérieur du Québec. Donc, en anglais, en français, on peut répondre à toutes les demandes au Canada là, avec plaisir. Excellent. Merci beaucoup. Alors, maintenant, pour notre dernière personne qui va parler, c'est Denise Veilleux. Bonjour, Denise. Bonjour. Oui. Voilà, je te vois. Alors, Denise est titulaire d'un baccalauréat en traduction de l'Université Laval. Aussi, Denise a exercé la profession de traductrice et réviseur jusqu'à 2014. Originaire de Montréal, elle a vécu plus de 30 ans en Outaouais. C'est là que s'est déployé son engagement avec l'organisation de nombreuses activités de visibilité lesbienne. En 1998, elle obtient une maîtrise en sociologie et études de femmes à l'Université d'Ottawa, mon université aussi. Son mémoire intitulé « Vieillir en marge, les réseaux informels et formels des lesbiennes âgées ». Première recherche de cette question au Canada. Lui vaudra le prix en études féministes de la chaire Claire Bonenfant à l'Université Laval et l'Université d'Ottawa. De retour à Montréal, depuis quelques années, elle collabore avec la Fondation Émergence dans le cadre du programme Pour que vieillir soit gai. À ce titre, elle offre des témoignages durant la formation destinée aux personnes et aux organisations qui interviennent auprès des personnes âgées LGBTQ2+. Alors, Denise, c'est un plaisir de vous avoir ici et on aimerait bien entendre ton témoignage. Et c'est quoi votre expérience comme âgée lesbienne au Canada et une utilisatrice des services publics? D'abord, merci de m'avoir invité et j'ai lu complètement votre rapport et je suis très impressionnée de voir que vous avez fait le lien, un lien qui est un lien qui tombe sous le sens quand on y pense, que si un milieu est sécuritaire pour le personnel LGBTQ, il le sera également pour les personnes qui utilisent les services. Je suis contente de voir que vous soulignez cela. On peut penser qu'au Québec, on est effectivement une société plus avancée. On a été des pionniers, en fait, dans la Charte des droits et libertés, la reconnaissance de la la défense de la non-discrimination, bien longtemps dans le fédéral, la reconnaissance des couples de même sexe, etc. Donc, bien sûr que c'est un peu plus facile. On respire un peu plus facilement comme lesbiennes et gays, etc. Cela dit, on pourrait penser aussi que il y a du temps qui a passé. On est maintenant en 2021 et donc la situation que Julien décrivait par rapport à l'invisibilité, par rapport au rejet, par rapport à la discrimination, que ces situations-là sont maintenant choses du passé. Malheureusement, ce n'est pas totalement le cas, on peut s'en douter. Et j'aimerais souligner qu'encore récemment, il y a 2 ans à peine, dans un grand centre au CUSUM, pour ne pas le nommer, une de mes amies était en soins palliatifs. C'était ses dernières semaines de vie. Et je passais la journée avec elle et à un moment donné, elle m'a dit, tu sais, il y a encore ici des personnes qui sont mal à l'aise avec le fait que j'ai une conjointe. J'étais très étonnée parce que le reste des soins, les soins étaient extraordinaires.
Vraiment, il y avait de la compassion, il y avait du soin vraiment parfait. Mais quand elle m'a dit ça, ça m'a fait tellement de peine. Et j'étais surprise. Elle m'a dit, elle a rajouté, je suis tellement fatiguée de me battre. Et ça m'a brisé le cœur parce que je me suis dit, elle ne devrait pas avoir à vivre ça. Elle ne devrait pas avoir, dans ses dernières semaines de vie, avoir à composer avec le malaise du personnel qui l'entoure. Et donc, je pense qu'il y a encore énormément à faire pour outiller les gens qui donnent des soins. Je pense qu'il y a un gros travail à faire et votre rapport est une pierre de plus à l'édifice pour aller de l'avant. Je trouve que c'est intéressant qu'un syndicat comme le vôtre, qui a 120 000 membres, un peu plus même que 120 000 membres au Québec, fasse ce pas-là. J'aimerais voir une coordination, une action commune des syndicats là-dessus. Parce qu'on a des lois, on a la charte, les chartes, ainsi de suite. Il y a, à l'heure actuelle, au Québec, on a le plan d'action contre la maltraitance. Il y a toutes sortes de bases juridiques qui disent que c'est interdit de discriminer, etc. Mais cela dit, ça ne descend pas, ça ne s'exprime pas, sauf dans l'ouverture occasionnelle de quelques personnes qui le montrent, l'affichent, se montrent accueillants. Chaque fois que je consulte quelqu'un dans le domaine de la santé, je dois, moi, personnellement, calculer mon risque. Est-ce que je le dis pas? C'est-tu utile, pas utile? Comment ça va être reçu, etc. Je suis encore autonome 100%, donc je peux me permettre des fois si on a une mauvaise réaction ou c'est pas, j'irai voir ailleurs ou tant pis. Mais quand vous avez entendu des années avant d'avoir un médecin de famille et qu'elle est au bout du fil ou même devant vous, puis qu'elle vous pose des questions sur vivez-vous seul et que vous êtes là, vous avez une petite hésitation où vous dites est-ce que je le dis, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est important, etc. Et malheureusement, dans la relation avec un médecin de famille, s'il n'y a pas une certaine franchise de part et d'autre, je pense qu'on part du mauvais pied. Mais le faisant, quand c'est arrivé, je me suis dit, bon, comment ça va être reçu? Et surtout qu'on était au bout du fil. Donc, on n'a pas déjà un peu une espèce de contact humain, plus humain. Et à ma grande surprise, mais aussi à ma grande joie, il n'y a même pas eu un soupçon de soupir à l'autre bout quand elle a entendu « je vis avec une femme ». Et ça m'a fait tellement de bien. Ça m'a fait tellement bien. Mais j'ai pensé après ça, qu'est-ce qui serait arrivé s'il y avait eu le genre de espèce de surprise? Là, tu te dis quoi après? Et est-ce qu'il y aura quelque chose pour t'encourager à parler d'autre chose, d'un plan psychologique, par exemple, si tu es malade, est-ce qu'on dira et comment ta compagne prend ça? Comment ça se passe pour elle? Est-ce que vous avez du soutien, etc.? Voyez-vous, c'est subtil, c'est pas grand-chose. Yeah. Mais justement, quand j'ai, à la fin du téléphone, quand elle a en plus dit, en tout cas, je suis contente de savoir que vous n'êtes pas seule. Si vous saviez ce que ça m'a fait comme bien, je me suis dit, voici, non seulement elle est à l'aise avec le fait que je sois lesbienne, mais en plus, elle me dit, elle m'offre cette confirmation-là que, ben, voilà, moi, comme médecin, je sais que c'est important d'avoir des gens dans notre vie. Voyez-vous? Et donc, c'est ça qu'on essaie de faire avec Julien quand on fait des formations et avec les autres personnes avec qui il fait des témoignages et des interventions, c'est de dire, ces petits gestes-là, ils sont terriblement importants. Parce que quand on fait affaire, surtout si on parle de santé et services sociaux, il y a des impacts énormes sur le fait d'être accueilli, etc. Moi, je veux ajouter le fait que dans le cas du travail du syndicat, je m'inquiète pour la situation particulièrement des femmes. On sait que c'est la vaste majorité du personnel en santé, services sociaux, fonction publique, etc. Et déjà, comme femme, on est plus vulnérable, on le sait, au harcèlement,
on est plus à risque, harcèlement physique, psychologique, etc., perte d'emploi, et ainsi de suite. Moi, j'aurais le goût de vous dire, si vous voulez que les lesbiennes en particulier, ou même les femmes en général, puissent se montrer ouvertes à l'inclusion, etc., vous allez devoir, comme syndicat, faire un travail énorme de protection, d'information, et pas seulement auprès du personnel, mais auprès des directions, auprès des gens qui gèrent les ressources humaines, auprès du gouvernement également, qu'il applique les lois. Il a adopté des lois, il se targue d'avoir des lois, etc. On est un pays inclusif, etc. Bien, qu'on l'applique et que les directives viennent d'en haut. Parce que sinon, à chaque fois, c'est des gens comme moi, comme d'autres, qui prennent le risque. C'est aussi des gens dans le personnel qui prennent le risque de se montrer ouverts et donc d'être taxés eux-mêmes, d'être gays, être intimidés, qu'on se moque d'eux, etc. Il ne faut pas que ce soit comme ça. Il faut que ce soit sécuritaire pour tout le monde. Il faut que ça aille de soi. Quand on entre quelque part dans un service public, comme contribuable, on est encore des contribuables, qu'on puisse dire, ben ici, moi, je suis bienvenue. Ici, il y a un accueil. Et ici, c'est donc sécuritaire. Alors, que pensez-vous que le type de formation peut faire changer pour les travailleurs et travailleuses pour pouvoir être plus capables de fournir un espace plus sécuritaire pour les aînés LGBTQ? Et est-ce que le travail... L'avantage de la formation, oui, je comprends. L'avantage de la formation, c'est que si on l'offre à tout le monde en même temps, ouais. OK? À ce moment-là, ça crée un esprit d'équipe. Tout le monde entend les mêmes choses et tout le monde comprend que c'est important et qu'on leur donne aussi des pistes, des choses simples comme justement par rapport à quand on accueille quelqu'un, de poser une question ouverte sur est-ce que vous vivez seul ou est-ce que vous vivez avec un conjoint ou une conjointe. Déjà, juste le vocabulaire, compagne ou compagnon, etc., montre que déjà, c'est possible. C'est possible. C'est des choses comme ça. L'avantage, quand c'est une formation où tout le monde est présent, ça ne semble pas viser seulement des personnes qui sont soupçonnées d'avoir soit d'être eux-mêmes, gays, lesbiennes, etc., ou d'avoir une sympathie un peu bizarre, comment ça, oh, ben, on sait bien, toi, on sait bien, tu dois être gay dans le fond, ou ouvrir la porte à toutes sortes de moqueries, etc. On ne veut pas ça. Donc, on veut que tout le monde en même temps sache, voici le bon comportement, voici le comportement attendu de tout le monde, et savez-vous, c'est méritoire, et voici pourquoi et comment procéder. Donc, moi, je pense que oui, la formation, absolument, mais la formation des directions également. Que les gens, pas juste le personnel, les gens, les cadres sont là aussi. Ou alors, ils ont la formation, on sait qu'ils ont eu la formation eux-mêmes. OK? On réunit les cadres, la direction, on leur donne la formation aussi. Pour passer ce message qu'ils ont besoin d'appuyer leur personnel. Parce que c'est pas vrai. En tout cas, si moi, aujourd'hui, j'étais une lesbienne dans un milieu de travail, de la santé, sécurité, ainsi de suite, services sociaux, ainsi de suite, ben, avant de m'avancer, j'avoue là, que j'attendrais des grands signaux de la part des patrons et des patronnes. J'attendrais des grands signaux de la part de mes syndicats. J'attendrais des grands signaux du gouvernement. Mais, bien sûr, ça ne va pas se faire tout seul. Le travail avec les gouvernements, je sais qu'à Émergence et d'autres groupes, on est en train de travailler sur le plan d'action pour contrer la maltraitance. Donc, ce sera une autre chose qu'on pourra imiter ailleurs. Oui, c'est ça. Alors, il y a une question que quelqu'un a demandé ici, que je crois que c'est dirigé à vous. Est-ce que vous pensez que les personnes âgées LGBTQ de plus peuvent-elles s'organiser avec les travailleurs pour obtenir ces changements? Bien sûr, bien sûr. Oui, et c'est une très belle alliance en fait, mais ça prend un certain cadre. Encore là, si c'est seulement quelques individus, moi, je serais inquiète, comme Dean semble avoir un bon milieu de travail, je suis contente pour lui, mais il est là aussi depuis 20 ans, il a prouvé sa valeur depuis longtemps.
Mais comme il l'a dit, justement, avec les jeunes qui arrivent, ou en tout cas, j'ai soupçonné que c'était des plus jeunes, ou en tout cas, ils sont plus nouveaux, ils viennent d'arriver dans le milieu, c'est toujours un peu plus délicat. Mais c'est vrai que c'est une alliance formidable. Mais encore une fois, cette alliance-là devrait être de s'adresser au gouvernement, aux responsables des directions, etc., les cadres, pour exiger d'eux qu'ils nous donnent les situations, le contexte propice pour ça. Et ça, je pense que ça a une forte possibilité de donner des effets réels et puis très encourageants pour tout le monde. Parce que vous savez, on n'a qu'une vie, puis quand on est rendu dans les dernières étapes de nos vies, je pense qu'on aimerait pouvoir avoir un peu de douceur. Voilà. Parfait. Alors, une dernière question que j'ai demandé hier à une autre personne qui parlait de son expérience aussi. Est-ce que vous pensez que dans le futur, on va voir plus de changements positifs dans ce domaine de sécurité pour les personnes LGBTQ2+, âgées dans comme leurs dernières années de vie pour être dans un environnement plus douce que vous avez décrit? Est-ce que vous pensez que cela va en effet prendre lieu, il y aura des changements positifs? Il y a une porte qui s'ouvre avec la grande perte de 10 000 quelques personnes. Je parle juste du Québec, puis la situation est semblable ailleurs au Canada. Cette chose extraordinairement triste qu'on vient de vivre ensemble comme société. Oui. Les pertes de gens partout autour de nous. Okay? Toute cette peine, toute cette souffrance collective, je pense qu'elle ouvre une brèche. Une brèche pour dire, d'ailleurs, on se pose la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux dans les milieux pour les personnes âgées, etc. Okay? Ça ouvre une porte. Et ça, je pense que c'est un signe d'espoir. L'autre signe d'espoir, c'est l'action. L'action des syndicats, l'action des groupes communautaires de nos communautés LGBTQ+, l'action aussi des citoyens, des citoyennes, okay, qui souhaitent pour leurs membres, les membres de leur famille, le meilleur environnement possible. Et ça, je pense qu'il y a une ouverture. Maintenant, ça ne va pas se faire tout seul. Tous les changements sociaux ont été le fruit de lutte. Croyez-en une vieille féministe, croyez-en une vieille lesbienne. Tous les changements ont été le résultat des actions, d'actions communes et de persévérance. Alors, moi, j'ai de l'espoir. Je suis là encore. Je suis encore capable de parler et je compte continuer à le faire au nom d'autres personnes qui peut-être sont moins aptes à le faire. Et je mise beaucoup sur la collaboration, sur le travail d'équipe. Et donc, j'espère que nous aurons l'occasion de travailler avec vous, avec le SCFP, avec d'autres syndicats, avec nos organismes communautaires pour améliorer la situation. Parfait. Merci beaucoup, Denise. Merci aussi pour votre lutte qui a ouvert beaucoup de voies pour d'autres gens LGBTQ2+. Alors, on est tellement content de vous avoir ici et on est honoré d'apprendre de ton histoire et les choses que vous avez fait pour améliorer la vie des gens LGBTQ2+, au Québec, mais aussi partout au Canada. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Alors, j'aimerais maintenant, il y a quelques questions et on a alors une question pour Dean et puis une question pour Julien. Je commencerai avec la question pour Dean. Dean, es-tu aussi encore ici? Oui, parfait. Alors, c'est une question pour vous. Qu'est-ce que cela signifierait d'avoir plus de travailleurs LGBTQ2+ dans les services publics? Pensez-vous que cela fera une différence pour vous en tant que travailleur ou en tant qu'utilisateur des services dans une zone rurale? Vous sentiriez-vous plus à l'aise? Non, moi, je me sens à l'aise partout, ça ne me dérangerait pas. Okay. Mais ça donnerait une porte, par exemple, pour ouvrir comme avoir plus de ressources. Parce que là, on serait beaucoup plus, puis on pourrait plus
Mais comme je vous dis, nous autres, à mon travail, on n'a aucun problème. On n'a pas de problème. Il n'y a pas d'harcèlement, on est respectueux. Mais oui, ça serait, d'un côté, ça serait bon. Ouais. Déjà qu'on est quelques-uns, mais on n'est pas beaucoup. On est juste 4 ou 5. Là. 5, parce qu'on était 6, mais il y en a une de partie. Mais oui, ça nous donnerait peut-être bien plus d'opportunités de parler, mais c'est comme je te dis, on n'a pas de problème, on n'a pas... Mais c'est pour la génération à venir. Oui, c'est ça. Et vous avez déjà dit que... Oui, c'est pour cette génération-là, ça aiderait peut-être plus. Puis il va en avoir beaucoup plus. Oui. Parce que c'est beaucoup plus ouvert. Oui, ouais. Parfait. Merci, Dean. De rien. Puis la dernière question, c'est pour Julien. Ici encore. Okay. Alors, la Fondation Émergence a-t-elle une position sur l'imposition de normes de sécurité? Comment pourriez-nous imposer de telles normes? Alors, par norme de sécurité, je pense que c'est pour faire allusion au fait que qu'on suggérait que la formation des milieux soit obligatoire. C'est comme ça que je le comprends. Donc, effectivement, une norme de sécurité, ça serait effectivement de rendre la sensibilisation des milieux par la formation et par d'autres actions aussi. Hein. Il y a plusieurs outils qu'on a mentionnés rapidement. Mais il faudrait effectivement que ce soit rendu obligatoire absolument dans tous les milieux, comme on le fait vis-à-vis d'autres normes de sécurité peut-être plus officielles, hein, tout ce qui est sanitaire, incendie, etc. Mais il faudrait, oui, effectivement, que les gouvernements mettent en place un système de certification, un système de contrôle pour s'assurer que déjà c'est inclus dans la formation d'entrée de tous les employés et que ça soit aussi inclus dans un système de formation continue. Oui, c'est ça. Okay. Il y a une autre question pour vous aussi. En tant que on est dans le temps de la pandémie, est-ce que la Fondation Émergence offre des formations en mode virtuel? Oui, ça fait 1 an qu'on offre nos formations en mode virtuel exclusivement. On forme à peu près 1500 personnes par an, donc ça n'a pas vraiment diminué avec la crise, mais c'est du virtuel strictement, malheureusement pour l'instant. Ouais. Okay, parfait. Merci beaucoup, Julien. Merci pour... Merci, Elias. Oui. Alors, pour terminer, j'aimerais donner un petit résumé des constats du rapport. Et aussi, j'aimerais vous dire que le lien pour le rapport est déjà mis dans le chat. Alors, vous pouvez accéder le rapport là-bas, mais aussi, on va envoyer par courriel tous les gens qui sont enregistrés pour l'événement. Ils auront aussi le lien pour le rapport par courriel. Alors, j'aimerais donner un résumé des constats du rapport. Le premier est qu'il y a un baromètre de la sécurité qui existe au sein des services publics pour les personnes âgées LGBTQ2+, ainsi que les travailleurs et travailleuses LGBTQ2+, en termes d'accès, d'utilisation et du travail. 2, il existe une diversité incroyable parmi les personnes âgées, les travailleuses et les travailleurs LGBTQ2+. Afin que les services publics soient accessibles et sécuritaires, il faut porter une plus grande attention à ces différences. Le racisme, la transphobie et les autres systèmes d'oppression doivent être démantelés, comme on vient d'apprendre et d'entendre de nos participants. Là où les travailleurs et travailleuses LGBTQ2+ sont plus en sécurité, les personnes âgées LGBTQ2+ le sont aussi et vice-versa. Puis, la responsabilité de rendre les services publics plus sécuritaires et plus accessibles tombe sur les épaules des travailleurs et travailleuses de façon disproportionnée, permettant aux gestionnaires et aux propriétaires, aux conseils d'administration, au gouvernement et aux agences d'accréditation de s'en laver les mains. Et dernièrement, il existe des pratiques promoteuses et des organisations au Canada qui mettent de l'avant des propositions porteuses pour plus d'accessibilité et de sécurité pour les personnes âgées LGBTQ2+, et les travailleuses et travailleurs LGBTQ2+. Nous devons en faire un tout cohérent. Alors, ça c'est la fin de notre événement. Merci beaucoup pour
nos participants, pour Julien, Dean et Denise. Et merci aussi pour tous les chercheurs qui ont participé à la rédaction de ce rapport. Et aussi, merci pour la SCFP Égal Canada et toutes les personnes âgées et travailleurs LGBTQ2+, qui ont donné leur expérience et ont participé à donner leur expérience et donner de l'information et leur expérience dans le service public. Et enfin, j'aimerais aussi donner merci pour le partenariat de CRSH, Communauté Amie des aînés au sein des communautés, pratique promoteuse et internationale, qui est une alliance internationale de chercheurs dans le domaine de les personnes âgées. Alors, merci beaucoup et encore une fois, le rapport est disponible en ligne. Vous pouvez le trouver dans le chat et aussi on va envoyer un courriel avec le lien. Et merci beaucoup. Au revoir.